Allez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Sur nos précédents événements, nous avions évoqué les différentes stratégies possibles pour aborder la formation en santé animale, notamment en fonction de votre audience, ainsi que les modalités pédagogiques d'application de ces stratégies, comme les formations dites en blended learning, c'est-à-dire mixte digital présentiel, ou le micro-learning, de très courtes expériences de formation. Suite à l'enquête que nous avons envoyée lors de notre dernier webinaire, certains d'entre vous ont demandé à mettre en lumière une modalité bien différente et plutôt avant-gardiste, à savoir la réalité virtuelle. Et nous avons pris en compte vos retours. Greg, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Oui, en effet, donc Mathieu, comme tu l'as dit, donc on a eu pas mal de demandes sur cette technologie et ses intérêts en formation en santé animale. Donc on a prévu une formation de 45 minutes sur laquelle on va faire une revue ensemble de ce qu'est la formation immersive VR. Alors on ne va pas rentrer dans les débats de spécialistes. Certains parlent de formation immersive, d'autres parlent de formation réalité virtuelle. Nous, on va s'intéresser à une modalité très particulière qui est vraiment ce qu'on appelle chez nous la VR interactive, et puis de ses intérêts en formation en santé animale. Ensuite, on vous donnera quelques astuces pour bien mener votre projet de formation immersive VR, alors en autonomie, mais également, bien sûr, si vous avez à le faire avec une agence. Et puis le troisième point, on a fait un benchmark, donc un recensement de ce qui se fait aujourd'hui en santé humaine, donc chez nos cousins, qui sont souvent un peu en avance par rapport à nous, et puis quelques exemples aussi en santé animale, réalisés par d'autres agences, mais également réalisés par d'autres agences. Ok, donc tu vas nous parler de formation immersive, de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Tout le monde en parle assez souvent et de plus en plus. Chez Wolf, c'est aussi un petit peu notre quotidien, mais ça ne parle peut-être pas toujours à tout le monde. D'ailleurs, tiens, pour vérifier, pour les personnes qui sont connectées avec nous en live aujourd'hui, on va vérifier votre connaissance de ce que vous percevez de la réalité virtuelle. Donc, selon vous, dans quel film, si on fait le lien entre la réalité virtuelle et le cinéma, dans quel film les protagonistes utilisent-ils la réalité virtuelle? On vous propose un choix multiple. Vous avez Matrix, Iron Man, Terminator ou Minority Report. On va vous laisser un petit peu de temps pour vous prononcer et on va découvrir vos réponses. Ok, vous êtes super réactifs, comme d'habitude. On a les habitués, on ouvrira les micros probablement à la fin pour les questions-réponses. Et puis quelques nouveaux, on va fermer et puis on va partager les résultats. Donc selon vous, on retrouve de la réalité virtuelle essentiellement dans Matrix, puis un peu dans Iron Man et Minority Report, et beaucoup moins dans Terminator. Greg, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, ouais, donc en fait, ce que je disais tout à l'heure, en fait, on parle beaucoup de formations immersives en ce moment, ou LLX en anglais, donc Learning Experience. En fait, ça regroupe, on va dire, 3 types de technologies. La première, donc, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Donc, pour faire un parallèle, c'est un peu Terminator qui recherche John Connor ou Sarah Connor, selon si vous êtes Terminator 1, 2, 3, 4 ou 5. En pratique, c'est une technologie donc, qui va permettre de reconnaître des objets dans votre environnement et qui va rajouter par-dessus une couche d'image. Donc, l'exemple classique, c'est vous êtes dans un musée, par exemple, vous scannez un tableau avec votre smartphone. Votre smartphone va reconnaître le tableau et, par exemple, ce tableau va s'animer ou on va avoir une vidéo du peintre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Ensuite, on a la réalité mixte, donc ça c'est plutôt Iron Man ou Minority Report, donc c'est un petit peu comme la réalité augmentée, mais on peut interagir avec les objets dans son environnement. Donc c'est une technologie qui est assez novatrice, qui aujourd'hui est pilotée, on va dire, par Microsoft. Probablement certains d'entre vous ont entendu parler des lunettes qu'on appelle les HoloLens, avec les HoloLens 2 qui ont été lancées il n'y a pas longtemps. Donc c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on voit son environnement autour, et par contre, on peut beaucoup plus interagir avec les objets. On peut les agrandir, on peut les bouger, on peut les démonter. C'est beaucoup utilisé dans l'industrie pour tout ce qui est processus sur machine. Et également, on commence à avoir des applications en santé, mais surtout en chirurgie. Alors, c'est pas mal de budget. Donc, santé animale, moi, j'en ai pas vu à ma connaissance aujourd'hui. Peut-être que ça existe. Hein, si vous en avez vu, d'ailleurs, mettez-le dans le chat. Ensuite, nous, on va s'intéresser plutôt à Matrix ou Ready Player One pour les plus jeunes d'entre nous. C'est-à-dire que c'est la réalité virtuelle, hein, donc on a un casque en fait sur les yeux qui va nous projeter dans un environnement différent. Donc vous êtes à Paris, vous mettez le casque, vous vous retrouvez sur la plage à Bora Bora, aussi bien visuellement que également dans l'univers sonore, hein, avec un son qui est ce qu'on appelle spatialisé, hein, on va pouvoir entendre le son, d'où vient le son. Et donc là, il faut bien sûr soit un casque, soit des lunettes qu'on peut brancher également sur des smartphones, mais ça, on en parlera plus tard. Donc la bonne réponse, c'était plutôt Matrix nous concernant. Donc, une fois qu'on est projeté, on a différents environnements. Le premier environnement dans lequel on peut être projeté, c'est
ce que les Anglais et les Américains appellent CGI VR, mon accent, donc Computer Generated Imaging Virtual Reality, donc c'est de la réalité virtuelle, les environnements générés par ordinateur. Ici, vous avez un exemple avec une solution que nous on utilise, qui s'appelle VTS, Virtual Training Suite, et donc en pratique, c'est plutôt, on va recréer des environnements donc en 3D complètement. Donc moi, je trouve ça intéressant pour certaines indications, mais on en reparlera en santé animale. On préfère nous pousser la 360. Donc la 360, c'est de la vidéo ou de l'image qu'on a capturée avec des petites caméras, et pareil, on en parlera, donc, et qu'on peut rendre interactive, donc sur lequel on va rajouter des couches d'interaction, ce qu'on appelle des tags, qui vont pouvoir lancer des quiz ou des objets à explorer. Et c'est vraiment là-dessus qu'on s'appuie chez Wolf, de la 360 interactive, puisqu'on va le voir, il y a vraiment pas mal d'intérêt en santé animale. Merci Greg, donc c'est effectivement un petit peu plus clair. Maintenant, si on se projette davantage, quels sont selon toi les intérêts pédagogiques à utiliser la réalité virtuelle, et peut-être plus précisément en santé animale? Alors, j'ai déjà raconté plein de fois cette histoire, mais je vais encore la raconter une fois. Moi, j'étais pas très convaincu, en fait, à titre personnel, sur l'intérêt. Je trouvais ça un peu techno, un peu gadget, hein. Et l'histoire, on a eu une réunion d'équipe à Paris, à Alfort, et on a été visiter Station F, je crois, de mémoire, ça s'appelle comme ça, et on a été voir les gens d'Optel avec qui on a travaillé, qui font de la réalité virtuelle. J'ai mis un casque de VR pour la première fois de ma vie sur mes yeux, et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a plein d'intérêts, et c'est très impactant en termes de pédagogie. Alors pourquoi? Parce que la première raison, c'est que l'apprenant, il est en pleine attention. Quand il a le casque sur les yeux, il n'est pas distrait par son environnement. Et donc, pleine attention dit aussi que ça va booster l'ancrage mémoriel. Le deuxième intérêt, c'est que ça génère des émotions fortes. Alors, ça peut être des émotions de surprise, de stress, de joie, notamment si on injecte de l'humour dans les scénarios. Et on sait que les émotions, ça génère aussi de l'ancrage mémoriel. On se souvient tous, en tout cas au moins du titre, notre premier poème à l'école, c'est parce que ça génère les émotions. C'est un peu le concept Madeleine de Proust, quoi. Le troisième point, c'est qu'on est sur un apprentissage essai-erreur, et ça fonctionne très bien chez les adultes. Donc, on donne le droit à l'erreur, et encore une fois, ça facilite l'ancrage mémoriel. Donc, les experts appellent ça du learning by living, c'est-à-dire qu'en fait, on vit l'expérience de formation avec la VR, et on est vraiment immergé, donc c'est pour ça qu'on parle de formation immersive, immergée dans l'apprentissage. Donc, en santé animale, donc j'ai appris un peu la classification des gens d'Optel, justement, avec qui on a travaillé, qui classifient ça en 3 grandes applications que j'ai redéclinées en santé animale. La première application, c'est « je suis le héros », le deuxième « je vais partout » et le troisième « je me prépare ». Donc, « je suis le héros », c'est celle, en tout cas, que nous, qui est vraiment très intéressante parce qu'on va mettre l'apprenant en situation immersive, c'est dans la peau, quoi. Donc, pas dans la peau de Roger Rabbit. Donc ça, c'est la petite blague pour ceux qui me suivent sur LinkedIn. Mais dans la peau vraiment du vétérinaire, ou dans la peau de l'ASV, ou dans la peau, voire du propriétaire également. C'est intéressant d'enverser les rôles avec la VR, et de mettre, par exemple, si vous faites une formation vétérinaire, de mettre l'apprenant dans la peau du propriétaire. Donc en fait, c'est la caméra va devenir un acteur de cette expérience. Et donc c'est très intéressant dans notre environnement de santé animale, parce qu'on a beaucoup de jeux de rôle, par exemple pour les délégués vétérinaires, qu'on fait souvent face à face, mais on peut préparer ces jeux de rôle, par exemple, avec la réalité virtuelle. Et puis également pour tout ce qui est interaction avec les autres, donc gestion de conflits, par exemple, gestion des situations critiques en consultation. Le deuxième intérêt, et ça c'est probablement celui, nous en tout cas qu'on a utilisé le plus, c'est « je vais partout ». J'accède à des endroits qui sont difficiles d'accès. Donc, en typique, ça peut être des élevages, on en parlera, parce qu'on a fait avec des élevages de porcs ou des élevages de chiens avec un client qui s'appelle Royal Canin, mais également des abattoirs, des lieux industriels, des sites industriels, des laboratoires. Donc là, on va pouvoir donner accès à des sites qui sont compliqués aujourd'hui à accéder, pour des raisons sanitaires, pour des raisons réglementaires, également pour des raisons de fuite d'image, on sait, sur tout ce qui est bien-être animal. Et donc, ça permet de se préparer psychologiquement. Donc, un élevage de porc, on verra tout à l'heure, c'est un peu particulier, et se préparer à visiter un élevage de porc avec la VR, ça peut être intéressant. Et on projette notamment avec cette notion de vidéo la réalité du terrain.
Le troisième, c'est je me prépare. Donc, je me prépare à des situations stressantes. On sait que la profession vétérinaire, de manière générale, on sait toute la gestion du stress qui est parfois compliquée dans notre profession. Donc, ça peut être, par exemple, je me prépare à ma première anesthésie, je me prépare à ma première gestion de fin de vie, par exemple. Ou des formations également en sécurité. Alors, on n'a pas travaillé dessus, mais moi je suis persuadé qu'il y a des intérêts, par exemple, pour tout ce qui est préparation à la contention, à des gestes particuliers de contention, qui peuvent être des situations dangereuses dans lesquelles on peut se préparer avec cette réalité virtuelle. Merci, on voit qu'il y a quand même pas mal d'intérêt, Mathieu. Hein, oui, effectivement. Et chez Wolf, c'est vrai qu'on a conduit plusieurs projets en réalité virtuelle. Tu parlais tout à l'heure de la visite d'élevage notamment, et on va en évoquer effectivement quelques-uns après, dont celui-ci. Dans les faits, est-ce qu'on a des étapes en particulier à respecter pour que ce projet arrive à son terme dans les meilleures conditions? Ouais. Alors, donc comme je l'ai dit en introduction, on va vous donner un peu les clés pour conduire votre projet de VR de manière autonome, j'insiste, mais également, bien sûr, avec nous, si demain vous voulez être avec nous, avec une autre agence. Pour l'anecdote, la première expérience de VR, chez Wolf, c'est moi qui l'ai faite. À l'époque, on était 3 dans l'agence. Et je ne sais pas coder une ligne de code, quoi. Donc aujourd'hui, les technologies ont vraiment évolué et vous permettent de faire des expériences de manière assez simple en autonomie. Alors, on l'a cerné en 6 grandes étapes. La première étape, c'est un peu, quel que soit le projet de formation, c'est est-ce que c'est pertinent? C'est-à-dire que c'est pas, je veux faire de la VR, souvent on a des demandes, je veux faire un module de e-learning ou je veux faire une expérience de réalité virtuelle. Ok, mais en pratique, est-ce que vraiment ça s'y prête? Donc, c'est bien de partir de vos objectifs de formation. Ensuite, l'anticipation, on en parlera notamment sur le déploiement. Le storyboard, le tournage, qui est assez particulier. On voudra quelques astuces sur le tournage, le développement et puis ensuite le déploiement. Donc, la première étape, la pertinence. Donc, encore une fois, repartir de vos objectifs de formation, comme d'habitude. Et ça, vous le savez, si vous avez déjà travaillé avec nous, on part toujours de votre audience, de votre objectif de formation, vos objectifs pédagogiques, qui sont vos apprenants, quelles sont leurs motivations, quel est le contexte d'apprentissage. Donc, d'avoir une analyse vraiment, une analyse de besoin, et encore une fois, si la VR s'y prête, parce qu'on est dans des objectifs immersifs ou des objectifs aussi, on en parlera, de présentiel enrichi, puisque c'est ce qu'on recommande chez Wolf, et ben oui, dans ce cas-là, on peut y aller. Le deuxième point, c'est l'anticipation. Alors, j'insiste sur ce point parce que c'est souvent un peu mis de côté, mais c'est l'anticipation dans l'intégration de la VR dans le parcours pédagogique. Nous, par expérience, je dis pas que ça peut pas être utilisé en distanciel, mais on est vraiment convaincu que c'est beaucoup plus efficace si c'est utilisé en présentiel enrichi. C'est-à-dire que vraiment, pour enrichir un atelier avec des casques, plutôt que j'allais dire de le balancer, mais de le mettre sur une plateforme de formation, ce qu'on appelle un learning management system en autonomie, quoi. Vous le voyez en bas à gauche, il y a plein de casques aujourd'hui. Il y a des casques qui sont autonomes. Facebook, par exemple, la marque Oculus, que pour le moment vous avez entendu, mais il y en a plein d'autres. Et puis il y a des casques également qu'on doit brancher, certains qu'on doit brancher à des PC. Et puis on retrouve même maintenant des petits casques, ça fait un moment, des petits casques en carton qu'on peut monter et mettre son iPhone dedans, en fait. Et l'iPhone, par exemple, va servir d'écran, en fait. iPhone ou smartphone. Donc les casques, il y en a plein. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui est techno, mais en pratique, nous, on recommande plutôt d'utiliser ce qu'on appelle des casques autonomes, c'est-à-dire des casques qui ont en gros la machine qui est embarquée dans le casque, donc avec le disque dur, le logiciel, l'OS, quoi. Par exemple les Oculus Go ou Rift, pour pas les nommer. Ce qui permet d'être beaucoup plus, pour le coup, autonome, parce que ce sont les casques autonomes, et de ne pas être limité avec les ordinateurs. On peut les louer également, ces casques. C'est un investissement, même si les prix ont baissé, on peut les louer. Il y a des boîtes qui les louent et ça permet, par exemple, pour des séminaires, ce qu'on a fait, on verra tout à l'heure avec Royal Canin, de le déployer à grande échelle. Pensez également à l'animateur et au retour à l'écran, c'est-à-dire que c'est toujours intéressant de déployer, donc, comme je l'ai dit, en présentiel et de projeter en fait ce qui se passe dans le casque sur une télé pour que l'animateur puisse rebondir dessus, aider. Ça se fait assez simplement, encore une fois, sans rentrer dans les détails, avec des systèmes comme les Google Cast, les Chromecast. Pardon. Ensuite, le storyboard, donc la mise en pratique. Il faut privilégier la mise en pratique, bien sûr, puisque ça permet, on verra vraiment, d'avoir des situations immersives. Le storytelling, intégrer une histoire dans votre expérience, on insiste là-dessus. La caméra devient l'apprenant, donc pensez à quels sont ses problèmes, quels sont ses amis, avoir des amis, des ennemis dans le scénario, des gens qui vont le challenge et qui vont l'aider, qui vont lui donner des indices. Et encore une fois, pour ceux qui nous connaissent, c'est un peu
notre dada chez Wolf, mais ça permet vraiment de mettre en œuvre ce qu'on appelle le contexte choix-conséquence. C'est-à-dire qu'on va donner du feedback, non pas en disant bravo, la réponse est correcte, mais en montrant les conséquences de ces choix, puisque, encore une fois, par exemple, on va vous dire que feriez-vous dans cette situation, et derrière, on va montrer les conséquences de ces choix plus qu'une correction correcte, incorrecte, qui pourrait être mal perçue d'ailleurs par les apprenants. Ensuite, on peut faire différents types d'activités, des quiz, des explorations, avec ce qu'on appelle des tags, c'est-à-dire des marqueurs qui peuvent être visibles ou invisibles. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une salle normale et on va vous dire, dans cette salle, quelles sont les anomalies, par exemple. Et il va falloir fouiller autour de soi et viser, donc regarder en fait les anomalies ou utiliser des petits joysticks pour viser les anomalies. Le tournage. Alors, le tournage, il faut repérer les lieux. Alors, pareil, je vous invite à aller sur YouTube si vous voulez en faire, mais faire attention à la luminosité, à l'espace. Il faut que les objets soient pas trop loin de la caméra. Donc, une caméra, pour faire de la 360, ça ressemble en gros à... Bon, il y a différents prix, mais ça peut ressembler à des grosses clés USB. Donc, il y a la marque Ricoh, par exemple, ou la marque Insta. Nous, on utilise plutôt la marque Ricoh, mais Insta aussi est très bien. C'est des petites caméras avec 2 lentilles, une de chaque côté, qui vont faire en fait 2 images et que le logiciel va raccrocher, ce qu'on appelle ça fait un stitch, donc coudre en anglais. Il y a des caméras également beaucoup plus professionnelles avec 6 lentilles qui peuvent être louées également si on veut avoir une qualité très élevée, par exemple pour des congrès, par exemple, si on veut faire de la réalité virtuelle pour les congrès. Il faut un trépied, donc un trépied qu'on va mettre souvent à hauteur d'œil d'homme, donc plutôt vers 1,70 m. On en reparlera. Et puis, les tournages, il faut toujours se préparer à l'imprévu, donc être sûr que quand on va en tournage, on puisse s'ajuster, puisqu'on va toujours découvrir des choses en tournage, par exemple des plans qu'on avait prévus et qu'on ne pourra pas faire. Ensuite, le développement. Donc là, les logiciels ont beaucoup évolué. Pareil, pensez à la facilité à traduire. Certains d'entre vous, j'ai vu, travailler dans des grands groupes pharmaceutiques. C'est assez facile de traduire la VR avec certaines technologies. Et puis ensuite développer les quiz, les tags, les explorations. Donc on vous a mis ici 4 exemples de logiciels. Donc nous on a travaillé avec Uptel, qui est une solution française qui fonctionne bien, qui est complètement cloud-based, donc en gros on se connecte en ligne. C'est ce qu'on avait utilisé avec les écoles vétérinaires et puis avec Roaquin en un premier temps. On a utilisé Sphere aussi, qui est une autre boîte française qui est basée sur Lyon, avec un logiciel qui est un peu plus compliqué à prendre en main, mais qui permet de faire des choses beaucoup plus sur mesure. Et puis après, il y a les gros acteurs comme Scenario VR ou Captivate, donc c'est Adobe, ceux qui font Photoshop, qui ont des logiciels également qui permettent de faire de la VR. Le dernier point, c'est le déploiement. Donc ici, vous avez une jolie photo du déploiement qu'on a fait chez Royal Canin avec les casques pour leur séminaire annuel, à l'époque où on pouvait se voir en vrai. Donc, pensez bien à la complexité, donc on a parlé à la traduction. Attention à la sécurité également. Certaines expériences de VR mal réalisées peuvent générer ce qu'on appelle du motion sickness, du vertige. Et puis, de toute façon, il y a une partie de la population qui va de toute façon faire un vertige, même si ça a été bien réalisé. Donc en pratique, nous par exemple, on recommande de les poser là comme on le voit sur des sièges ou voire sur des chaises tournantes. C'est encore plus sympa parce que la chaise elle tourne, donc on peut vraiment tourner autour de l'expérience. Et puis mesurer l'impact avec la satisfaction, et ça on en parlera, le niveau de confiance ou l'évaluation des compétences. Ouais, effectivement. Alors, tu parlais de la question de la nausée. Avant d'enchaîner sur la partie suivante, je me fais un petit peu la voix de l'audience. On évoque aussi souvent la durée idéale d'une expérience de formation en réalité virtuelle. Est-ce que tu as une recommandation sur le sujet? Est-ce que c'est comme un module traditionnel de l'e-learning entre 10 et 15 minutes? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce que tu peux nous dire? J'ai envie de dire le plus court possible en fait. C'est-à-dire que c'est assez... on est immergé pour le coup parce qu'on a le casque. Donc, on va préférer, nous, avoir des expériences qui font entre 5 et 10 minutes, grand maximum, vraiment grand maximum. Et si on peut faire moins de 5 minutes, ça va être mieux. Et puis, comme d'habitude, de les morceler, quoi. Et voilà, plutôt que de se retrouver 30 minutes dans un casque où, clairement, à un moment, on va s'isoler. Donc, on se coupe du monde. D'accord. Ok. Alors, pour enchaîner sur la partie suivante, il se dit que la santé animale a souvent un petit train
voire un métro de retard par rapport à la santé humaine. Ouais. C'est toujours intéressant de voir comment ce que tu as qualifié de nos cousins s'approprie ce genre d'outils. Oui. Alors, en santé humaine, on a essayé de faire un benchmark un peu de ce qui se passait. Alors, il est plus ou moins complet, hein, mais en gros, on retrouve chez nous, on appelle ça jamais la première fois sur l'animal, mais en humaine, c'est jamais la première fois sur le patient. Il y a quand même une grosse différence en humaine sur l'intérêt de la VR en santé humaine, c'est qu'on en parlera, la VR, et c'est le dernier point que j'ai mis sur cette slide, peut être un support aux soins. C'est-à-dire que ça peut faire partie d'une stratégie thérapeutique de patient, on en parlera, notamment pour des maladies mentales, par exemple. Donc ça a permis en fait d'accélérer l'utilisation de la VR en santé humaine, et on retrouve, pour des procédures médicales, donc ce que j'appelle vraiment procédure médicale, c'est pas des gestes chirurgicaux, c'est j'ai une procédure. Donc, quelles sont les étapes de mon process, quoi. Je dois préparer mes gants, par exemple, comment je dois me laver les mains. Donc, je dois faire ce geste-là en premier, ensuite ce geste, ensuite ce geste. Donc, sur la procédurale, procédurale, ça fonctionne très bien. Ensuite, on a de la technique chirurgicale. Là, on en parlera, avec notamment la mise en œuvre de ce qu'on appelle l'haptique. Donc, l'haptique, c'est le retour de force. Pareil, sur ceux qui ont vu Ready Player One, vous vous souvenez peut-être, il a un costume d'haptique qui lui fait ressentir les retours de force. Donc, on a besoin de ça pour tout ce qui est technique chirurgicale. Et puis après, il y a tout ce qui est abord du patient, empathie, avec mise en situation. Alors, on peut faire un petit benchmark. Le premier, c'est une boîte probablement que vous connaissez, Jérôme Leleu, Sims for Health, qui est intervenu à Yvette il y a 2 ans maintenant. On profite pour saluer Annick, qui est avec nous. Ouais. Je ne sais pas s'il est avec nous, Jérôme, je crois que c'est inscrit. Ouais. C'est sur de la transfusion, de la procédure de transfusion. Donc, c'est de la CGI VR, comme je le disais, donc c'est généré par ordinateur. Et on va pouvoir préparer, en fait, donc c'est pour les infirmières, sur préparer une transfusion. Donc, avec qu'est-ce que je dois faire quand je dois préparer ma poche. Donc, vérifier que c'est la bonne poche. Vérifier que ça matche bien avec le groupe sanguin du patient, faire mon test d'agglutination, et ainsi de suite. Donc on est vraiment sur de la procédure, comme vous voyez, avec de l'interaction avec les objets. Donc on peut prendre les objets, on peut les manipuler, on peut les fusionner, et ainsi de suite. Donc ça, c'est utilisé en formation notamment infirmière. Donc là, ici, sur de la transfusion, il l'a fait également sur tout ce qui était suivi des patients cancéreux et chimiothérapie à la maison. Assez intéressant à voir. Donc le site c'est Sims for Health, pour ceux qui ne connaissent pas. Boîte anglaise, un peu chez nos copains anglais, qui s'appelle Fundamental Surgery, boîte qui est basée à Londres, qui fait de la VR pour tout ce qui est apprentissage de la chirurgie. Alors, il y en a plein, Virtual Surge aussi, qui est une boîte française que j'aurais pu utiliser par exemple. Voilà, donc c'est un peu pareil, donc on va mettre le casque, mais là on a l'haptique, donc ils utilisent du matériel comme ça qui va faire des retours de force pour vraiment que le chirurgien puisse être au plus proche de ce qui se passe dans la vraie vie. Et vous voyez ici rapidement en haut à gauche sur cette image, ils ont même modélisé certains appareils chirurgicaux, ici une perceuse, avec une plateforme. Souvent ils ont le logiciel auteur et la plateforme, donc avec pas mal de données. Donc ici, on voit, donc c'est pareil, c'est du CGI VR, donc avec des environnements qui ont été reformés à l'ordinateur. Et puis ce qui est assez intéressant, d'ailleurs Jérôme l'a fait aussi pour Sims for Health, c'est qu'on peut se retrouver à plusieurs dans la même expérience, donc pour être au plus proche de ce qui se passe dans la vraie vie. Donc vous voyez ici, par exemple, on a 4 personnes qui sont dans la même expérience. Voilà, avec une partie plutôt distancielle ici, donc là avec les joysticks, on voit, et puis les quiz, comme on peut le retrouver, on verra plus tard sur ce qu'on a fait en santé animale. Et puis, voilà, donc Fundamental Surgery, nous on les a contactés, on avait commencé à regarder un peu pour faire des pilotes. Bon, je vous avouerai, quand on a vu les budgets, on s'est calmé. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu ce qui se fait en santé humaine, et peut-être que ça va se mettre en place. Peut-être que vous l'avez vu dans la presse, il y a une école de simulation qui s'est mise en place à Nancy, et probablement qu'ils vont aller également sur cette technologie. Un autre exemple, une boîte anglaise, mais faite par des Français, une boîte qui s'appelle Body Swap. Assez intéressant, là c'est sur la gestion
maladie mentale, de dépression. Ce qui est intéressant, c'est l'approche pédagogique. Donc, on voit encore une fois, c'est en CGI VR. Donc on a refait l'environnement en 3D. Donc, vous êtes le médecin. Vous allez rencontrer Suzanne qui est dépressive. Donc, vous avez les détails du patient. Pardon, je fais un peu vite. Les détails du patient. Vous allez retrouver en face du patient et vous allez devoir interagir avec elle. Et en fait, le système pédagogique, là, il est assez intéressant. C'est un peu comme quand on filme des jeux de rôle en vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, le système, il vous permet donc, elle va vous parler, vous répondez, et le système, c'est pour ça que ça s'appelle body swap, va swapper. Donc, vous allez inverser les rôles et vous allez vous retrouver à la place de Suzanne et vous allez voir comment vous lui avez répondu. Donc, en termes de pédagogie, on est vraiment sur l'approche empathique. Donc, on se retrouve à la place du patient. Et on va pouvoir voir comment on a réagi et on n'a pas et ça commence à être codifié avec de la reconnaissance de langage et ainsi de suite. Voilà, donc c'est intéressant encore une fois parce que je pense j'ai vu qu'il y avait Chantal, je crois, avec nous à Alfort aujourd'hui. Je sais que Chantal, tu as plein de jeux de rôle que vous avez fait pour les écoles vétérinaires sur la gestion des clients difficiles. Ça peut être transformé assez facilement en réalité virtuelle, par exemple. Ensuite, on a également donc des intérêts thérapeutiques. On parle beaucoup de vaccins en ce moment. Ça, c'est assez intéressant. C'est un peu pour le fun, mais c'est marrant. Je ne sais pas si vous avez des enfants en bas âge, moi j'en ai. En fait, c'est pour enrichir l'expérience de vaccination. Donc, c'est un projet qui a été fait en Amérique latine. Et en fait, ils mettent des casques. Ils mettent des casques sur les enfants de VR. Pour enrichir l'expérience. Donc, vous voyez qu'il y a un trône, ils vont mettre le casque sur l'enfant, et en fait, le médecin va vacciner en fonction de ce qui se passe dans l'expérience de réalité virtuelle. Donc, on est dans un environnement un peu de Moyen-Âge, fantaisie, et en fait, le système, c'est que vous avez un bracelet avec des joyaux, quoi, et à chaque étape, en fait, vous voyez, là ici c'est le coton, donc à chaque étape, le médecin va synchroniser avec ce qui se passe en VR, et ça, forcément, ça dédramatise la vaccination. Et puis, on en a parlé, la VR est un élément de stratégie thérapeutique, donc pour tout ce qui est Alzheimer et démence, il y a des essais qui ont été faits, douleur, anxiété et fin de vie également. Maladie mentale, schizophrénie, ça c'est un exemple, une photo où il modélise en fait la voix quand on le schizophrène pour accompagner les patients atteints de schizophrénie. Donc ici un démon a priori. Et puis également utilisé pour tout ce qui est autisme avec une solution qui s'appelle Floréo, vous pouvez aller voir, qui permet également d'améliorer la prise en charge des enfants autistes. Donc on voit ça c'est assez particulier. On n'en est pas encore à mettre des casques sur les chats ou chez les chiens, encore qu'on en parlera en béto, mais ça, en humaine, il commence à l'utiliser sur des approches thérapeutiques. Ouais, et Jean-François nous parlait également sur le chat du traitement du vertige. Donc c'est effectivement assez inspirant, celle sur la schizophrénie, à mon avis, en plus si certaines personnes sont sujettes à la nausée, elle doit aussi un petit peu faire flipper. Mais c'est toujours inspirant de voir ce qui se fait en santé humaine. On va maintenant faire un état des lieux ensemble de la santé animale à travers certains projets que nous avons pu développer, mais également à travers un benchmark, une étude des tendances du marché, comme le disait Greg. Et je vois que Grégory Santaner réagit. C'est bien parce on va en parler, ça, Greg. On va parler de toi, Greg, et on te salue, et on va parler de l'une de celles que tu as pu développer. Avant peut-être simplement de basculer sur cette prochaine partie, on va tester vos connaissances et voir si vous savez quelle a été la première discipline en médecine vétérinaire et en santé animale, donc, à avoir utilisé la réalité virtuelle. C'est à vous de jouer. Donc, est-ce que c'est l'anatomie, la chirurgie, la dermato ou la pharmaco? On va laisser encore quelques secondes. Et on va partager. Et bon, on a une audience, de toute façon, on sait, qui est un peu... L'anatomie. Ouais. Et effectivement. Qui est éduqué là-dessus. Donc, bon, c'est en effet, c'est l'anatomie. Moi, je pense que c'est l'anatomie. Quand on regarde Benchmark, on a regardé, bon, c'est vraiment l'anatomie qui, aujourd'hui, c'est le terrain de jeu, un peu, la VR1 des anatomistes. Alors, il y a une solution qui s'appelle Easy Anatomy, on en parlera, qui a été développée par une startup aux US, qui a changé un peu de son positionnement d'ailleurs, qui maintenant travaille sur la modélisation des mines
d'extraction, mais qui a un outil en 3D. Et puis, j'en ai parlé aussi, je ne sais pas s'il y a des gens des écoles aujourd'hui, mais j'en ai parlé avec Henri Château à Alfort. Il y a un modèle virtuel anatomique qui est en open source. Je vous ai mis le lien ici, de toute façon, vous aurez les replays. Mais c'est vraiment en open source, qui a été développé par une université américaine, qui permet de l'intégrer d'intégrer l'anatomie dans le VR. Donc en pratique, je vous ai mis l'exemple d'Easy Anatomy, qui est un peu un projet vieillot, j'ai envie de dire, il a presque peut-être 6-7 ans ce projet maintenant. Mais en gros, ici vous l'avez sur PC, mais il faut s'imaginer que ça fonctionne avec des casques aussi. Donc en gros, vous allez démonter le modèle anatomique du chien, ou la vache, ici c'est un chien, du cheval, et derrière avec des systèmes de couches sous couches, et puis des quiz qu'on peut intégrer dedans. Voilà, donc c'est vraiment l'anatomie qui est utilisée aujourd'hui, et c'est essentiellement en santé animale ce qu'on retrouve. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Ici, une vidéo 360 développée par Boehringer. Donc comme je l'ai dit, c'est pas des projets qu'on a fait nous. Encore une fois, on a fait un benchmark. Donc, sur la maladie respiratoire du porc. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est pas de la VR, de la 360 interactive, c'est de la 360. C'est donc fabriqué par ordinateur, encore une fois, donc le fameux CGI. Ensuite, donc on peut tourner, comme vous voyez, et c'est, comme vous le voyez sur mon écran, c'est sur YouTube. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez facile. YouTube reconnaît les vidéos 360. Et donc, quand vous faites des films en 360 avec les caméras qu'on a vues tout à l'heure, vous les mettez sur YouTube et très vite, ça va devenir une vidéo 360. Donc ici, ça a été reformé en ordinateur et puis on va suivre en fait le cycle du virus. Donc ça, c'est intéressant. C'est un peu comme les vidéos salles d'attente qu'on peut voir dans les salles d'attente véto, mais faites dans un environnement 360. Ça peut être utilisé par exemple pour les congrès, pour engager les vétérinaires sur les congrès ou pour former les délégués. Donc de la 360 en outil d'éducation. Un autre exemple, encore de Boehringer, acquis sur la gamme Vaccitech, gamme vaccin Innovo, qui a été développé aux US par Boehringer vend des vaccins, mais à disposition des machines également pour la vaccination. Et ici, on est sur la procédure, donc c'est un petit peu comme la transfusion sanguine qu'on a vue tout à l'heure. Donc c'est des vaccins qui se conservent à l'azote liquide, donc c'est assez technique, il y a toute une procédure à mettre en place, et ils ont modélisé en fait toute la procédure avec les étapes, le nettoyage des mains, la préparation de la poche, la mise de la poche dans la machine, les contrôles, et ainsi de suite. Donc avec de l'enrichissement de la VR avec des vidéos normales. Et voilà, c'est utilisé pour la formation des pays, des filiales et également des gens qui travaillent au couvoir, puisque encore une fois, c'est une vaccination Innovo. La clinique du futur, donc c'est un projet co-développé par MSD avec le support de Grégory qui est avec nous, Centenaire, aujourd'hui. Je crois qu'il y a David aussi qui est avec nous. Donc c'est un projet de prospective qui a été utilisé pour montrer un petit peu l'évolution de la clinique vétérinaire du futur, qui a été montré à Yvette, d'ailleurs, pour ceux qui étaient en direct. C'était assez marrant de voir Grégory sur le casque et le retour sur l'écran. Donc avec pareil de la CGI VR, donc formé par ordinateur, avec plutôt des aplats. Ici on l'a vu avec un style un peu photo. Et puis on va pouvoir se balader. Et là c'est un petit peu interactif, c'est-à-dire qu'on peut vraiment se balader, cliquer sur des objets, voir ce qui se passe. Par exemple ici le dossier du patient, donc pour montrer un petit peu l'évolution de la médecine vétérinaire, notamment l'intérêt des objets connectés et ainsi de suite. Donc encore une fois dans un rôle d'éducation. De sensibilisation, on va dire, de l'audience sur des concepts. Et ici, encore une fois, la clinique future. Ça va être utilisé, je crois, si je me trompe, pour le lancement du premier congrès par MSI. Donc voilà, donc après on va vous montrer un... Ouais, pardon, non, c'est pas grave, mais je peux faire la transition si tu veux. Effectivement. Chez Wolf, on en a déjà parlé lors de nos dernières interventions. On a quelques cas d'usage
sont intéressants et c'est vrai qu'on utilise souvent la réalité virtuelle en mode je vais partout, pour reprendre les termes que tu utilisais tout à l'heure, donc dans des bâtiments qui sont souvent peu accessibles en raison de contraintes sanitaires, par exemple. Oui, en fait, bon, donc nous on l'a mis en place essentiellement sur la visite de bâtiments difficiles d'accès, donc avec un projet euh, pour la visite d'élevage port. Donc on va pas montrer l'expérience, mais on va vous montrer, on va prendre un peu le temps. On est dans les temps là maintenant, ouais, c'est bon. Ouais. On va vous montrer le témoignage en fait du déploiement de cette expérience, si vous l'avez pas vu, dans une vidéo qui a été réalisée par le pôle communication d'Alfort, pour vous montrer comment ça a été déployé dans la vraie vie, et on va entendre Maxime Delzard avec qui on a travaillé, et puis les étudiants pour voir comment ça s'est passé, quoi. Et je vais mettre le son sur ça. Qu'est-ce que tu veux voir en premier? L'étudiant, donc grâce au casque de réalité virtuelle, est directement immergé dans l'élevage. Alors dans l'élevage, on a utilisé des caméras qui captent l'environnement à 360 degrés, ce qui fait que l'étudiant est dans un environnement 360 degrés et voit les animaux bouger autour de lui. L'objectif, c'est de faire visiter un élevage de porc de façon virtuelle aux étudiants. Le deuxième objectif, c'est de leur donner des bases en termes de biosécurité. Le troisième objectif, c'est de les faire réfléchir sur un cas simple avec une analyse multifactorielle pour qu'ils puissent résoudre ce cas. On sait qu'on est limité en termes de nombre de visites possibles par étudiant dans ce type d'élevage, dans les élevages de porc. On ne va pas pouvoir montrer aux étudiants 5-6 élevages, c'est pas possible. Donc on va les emmener dans un élevage et ça nous permet ici de les emmener dans un autre élevage, dans un autre type d'élevage. Donc la première chose, c'est de leur faire découvrir un élevage différent. Ensuite, on va faire cette expérience plutôt en amont de la première visite. On sait que c'est quelque chose d'un peu particulier, l'élevage de porc, donc ça va limiter ce phénomène de surprise. Et ensuite, ça va permettre de les faire travailler en équipe, comme on a fait là à l'instant. Sur un même cas, ils vont être plusieurs à échanger et à dire à celui qui a le casque s'il doit regarder à droite, à gauche, s'il doit regarder tel ou tel élément. L'objectif, c'est de faire au sein de la promo des petits groupes de 4-5. Donc, d'avoir des séquences, vous avez vu, ça dure à peu près 1 heure, avoir des séquences comme ça d'1 heure. Ils vont garder le casque chacun à peu près 10 minutes pour vraiment être en immersion, mais les autres restent à proximité puisque c'est un travail d'équipe. Et l'objectif, c'est que l'ensemble des étudiants de la promotion passent par à la fois l'exercice, l'ensemble de la réalité virtuelle, mais aussi par le casque. Ça a été un outil très très intéressant durant la crise du Covid, quand on a fait notre enseignement en distanciel. Alors, on l'a fait via Internet, via notre plateforme, on ne l'a pas fait avec casque, mais ça a permis quand même de faire visiter un élevage de porc aux étudiants. Durant la crise sanitaire là, donc qu'on a vécu, les étudiants avaient accès à cet exercice sur leur ordinateur et pouvaient faire, là aussi en groupe, l'activité. Bien sûr, ils n'étaient pas en immersion totale, ils n'avaient pas chacun un casque chez eux. Par contre, ils avaient totalement l'exercice sur leurs ordinateurs. J'espère que ça n'enlèvera jamais les visites réelles, parce que rien de tel que le contact directement avec les animaux. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas l'odeur avec la réalité virtuelle et que l'odeur est aussi un outil dans notre diagnostic, ne serait-ce qu'en termes de ventilation. C'est en effet un problème, mais la priorité dans cet élevage aujourd'hui est de corriger le courant d'air en engraissement. Voilà. Avec la petite voix de Guylaine à la fin. Donc, voilà, on voulait vous montrer cette vidéo parce que, en fait, encore et puis c'est en ligne, peut-être que vous l'aviez vu, la communication sur Alfort, ils sont assez efficaces. Mais Maxime, là, il dit plein de choses très importantes, en fait. On a vu l'approche collaborative du déploiement, où il travaille en petits groupes, avec une personne qui a le casque, les autres qui aident autour. Le fait que ça soit déployé en présentiel et qu'en distanciel, c'est faisable, mais que c'est moins efficace. Le fait que ça soit des petites expériences de 10 minutes. Voilà. Et donc, Maxime avait déjà plein de captures de vidéos 360. Et là, on a rajouté cette couche d'interaction. Ça s'est déployé dans les écoles, dans les 4 écoles de mémoire. Et voilà. Donc, c'est toujours intéressant, encore une fois, de voir un vrai projet avec un vrai retour apprenant et un vrai impact. Donc voilà, il y a vraiment des choses à faire, encore une fois, avec cette technologie, en école, mais pas que.
Concernant Royal Canin, donc l'exemple de Royal Canin, donc c'était pour une formation interne pour les commerciaux. Donc Royal Canin, pour ceux qui connaissent, vous avez ils ont un circuit de distribution en élevage, ce qu'on appelle les circuits professionnels, et les commerciaux en élevage sont amenés à visiter les éleveurs et notamment les élevages pour conseiller sur la gestion de la nutrition, par exemple, stockage et ainsi de suite. Et en fait, on a développé une expérience de formation en VR pour former cette cible en multilangue, donc en anglais, en italien, en français, en espagnol, et ça a été déployé ici donc dans le séminaire international et également dans les filiales. Je vais vous montrer rapidement une petite vidéo. Là, c'est juste une capture de l'expérience. Revoilà Monica. Elle est fière de vous faire visiter son élevage et elle a besoin de vos conseils. C'est aussi une opportunité pour vous de mieux comprendre ses besoins et d'adapter vos conseils nutritionnels. Elle vous invite à démarrer la visite. Mais avant de démarrer, vous n'oubliez pas quelque chose? Donc on ça lag un peu, hein, c'est une capture vidéo qu'on a faite de l'expérience. Et vous voyez, donc on peut rajouter des systèmes de quiz. Donc là, par exemple, on est sur tout ce qui est marche en avant, hein, donc avec mise en place des surchaussures, ainsi de suite. On n'a pas fait parler Monica, comme vous l'avez vu, parce qu'on voulait en multilangue. Bon, c'est vrai que c'est toujours plus impactant par rapport à ce qu'on a fait, par exemple, avec Maxime, où là, l'éleveur parlait vraiment. Donc ça, c'était juste une contrainte technique de déploiement. Vous pouvez en profiter pour prévenir Monica qui pourrait... Et vous voyez, donc on a vraiment, ici par exemple, on a la marche en avant, on est au milieu de l'élevage, et puis il faut qu'on dise où est-ce qu'on démarre. Et puis c'est du choix-conséquence, comme je l'ai dit, donc en fonction des choix. Là, ici, par exemple, si vous démarrez par l'infirmerie, ben, Monica, elle est pas très contente. Donc voilà, donc pour vous montrer encore une fois l'intérêt, en formation, accès à des bâtiments, ici un élevage canin, donc assez exceptionnel, hein, qui est un élevage en Italie, très bien tenu. C'est intéressant, merci Greg. On voit bien l'intérêt pédagogique. Maintenant, c'est vrai que chez Wolf, au-delà de pas au-delà, mais en complément de l'intérêt pédagogique, on aime bien aussi mesurer le retour sur investissement des projets. D'ailleurs, l'investissement, on va en parler parce que c'est une question qui revient souvent, c'est combien ça coûte de faire un projet en réalité virtuelle quand ça doit durer 5 à 10 minutes. Donc, on en parlera peut-être après. Donc, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'on a des indicateurs aujourd'hui sur le retour sur investissement? Ouais. Donc, c'est toujours pareil, hein, c'est quid de l'impact pédagogique, quoi. C'est que bon, aujourd'hui, on parle de VR, mais quelle est la preuve derrière que vraiment ça impacte l'ancrage mémoriel et le développement des compétences. Donc il y a quand même quelques pistes. Hein, j'ai fait une revue assez rapide sur PubMed. Honnêtement, j'ai pas trouvé grand-chose. Mais on a quand même des choses qui ont été faites, notamment. J'ai regardé juste en santé. Hein. Je n'ai pas regardé VR sur tous les domaines d'activité. J'ai vraiment regardé VR santé et est-ce qu'il y a un impact. Bon, il y a des choses qui ont été faites, notamment sur la maîtrise de gestes chirurgicaux. C'est une étude qui a été faite par une boîte qui fait de la VR. Donc bon, il y a un petit conflit d'intérêt dessus. Mais bon, a priori, ça semble être positif. Après, en santé animale pure, j'ai trouvé 2 articles. Le premier qui est un article aux US sur l'impact d'une formation en VR sur la maîtrise de chirurgie. Et bizarrement, en fait, il y a pas de... Ils n'ont pas montré d'impact, en fait. Après, le design de l'étude, honnêtement, c'est de la VR passive. Et de toute façon, moi, je pense que la VR en chirurgie, aujourd'hui, on est encore loin de le maîtriser pour ces problématiques qu'on a vu de retour de force et ainsi de suite. Quoi. Donc, en fait, ils n'ont pas montré d'impact de la VR sur l'ancrage mémoriel dans cette étude. Et puis après, il y a une deuxième étude que j'ai retrouvée sur l'utilisation de l'endoscopie et de la VR, de la VR pour l'apprentissage de l'endoscopie chez les vétos. Et là, par contre, avec pareil, des petits groupes où, pareil, ils n'ont pas montré forcément d'impact, mis à part sur le stress. Donc, bref, en pratique, je pense que ça nécessite encore d'être exploré. Moi, après, faut bien se positionner. Moi, je suis persuadé que ça fonctionne. Hein, on l'a vu, on l'a mesuré également chez Royal Canin, on l'a vu.
avec l'impact sur la satisfaction et puis surtout sur le niveau de confiance. C'est-à-dire qu'on a mesuré, on a demandé aux commerciaux leur niveau de confiance pour réaliser une expérience de VR avant la formation et après. Et avec, on n'a pas de traitement statistique, mais on voit clairement qu'il y a une tendance, quoi. Et donc voilà, donc je pense que, en tout cas, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de mesurer l'impact de la VR avec des notions de niveau de confiance, par exemple, ou d'évaluation des compétences, évaluation de la formation en situation, quoi. Ce que fait par exemple Boehringer Ingelheim. On l'a vu Boehringer Ingelheim avec leur formation Vaccitech, la vaccin. Ils ont la VR dans le parcours de formation et après ils font l'évaluation sur la vraie machine pour vérifier que les acquis, quoi. Voilà, après, juste pour la blague quand même, j'ai vu que Greg, je crois que tu as mis ça sur la vache, je crois que c'est cet article-là. Est-ce que la VR peut être intéressante sur la stratégie thérapeutique en veto? Alors, moi j'ai trouvé des trucs, mais je pense que c'est des hoax, quoi. Je pense que c'est faux, quoi. Il y a une partie en bas à gauche sur du chat, donc c'est pareil, c'est une vidéo qui a été faite par un zoo en Australie avec une start-up, mais c'est tellement caricatural que c'est faux et le site est plus live et je pense que c'est faux, quoi. Donc en gros c'était un système de VR pour déstresser les chats. Et puis après il y a en haut à droite c'est un système de VR pour stimuler la production lactée. Donc pareil, j'en ai discuté, on a échangé sur LinkedIn avec Raphaël Guatteo et pareil, on n'a rien trouvé avec Raphaël et on pense que c'est des bêtises, quoi. Par contre, ça c'est vrai, les Anglais, ils utilisent la VR pour la gestion du stress et pour des expérimentations sur des souris. Gestion du stress des animaux d'expé. Et avec vraiment des études faites sur ce sujet, donc ça pourrait être intéressant pour les animaux de laboratoire. Okay. Donc en pratique, les 3 messages clés à retenir aujourd'hui, je pense, en tout cas ce qu'on voulait vous donner, c'est que la VR se démocratise et présente de nombreux bénéfices en formation en santé animale, on l'a vu. Voilà, c'est assez simple de faire de la VR, encore une fois simple, par exemple de faire une capture 360 avec une caméra. De manière assez autonome et de le mettre sur YouTube, par exemple, on l'a vu, si vous voulez donner accès à des environnements. Donc c'est définitivement réalisable dans notre contexte. On parlait de budget aujourd'hui dans les fourchettes budgétaires que nous on a par rapport à nos clients, on arrive à faire l'entrée de la VR. Donc c'était pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui avec les technos, avec les logiciels, on rentre dans des budgets, on va dire, assez classiques que peuvent mettre les gens qui travaillent dans les laboratoires ou dans les écoles vétérinaires quand il y a des bourses d'apprentissage via des financements, par exemple des GAL ou autres. Et le troisième point vraiment que je voulais insister, c'est que la VR se conçoit comme un enrichissement du présentiel, plus que comme un événement de formation distancielle. Et pensez encore une fois à tout ce déploiement technique, mais également pédagogique, avec le débrief, le formateur, qui va faciliter le travail en petits groupes, comme Maxime nous l'a si bien dit, dans la formation. Voilà, j'en ai terminé. Et puis, je ne sais pas s'il y a des questions, Mathieu. Ouais. Alors, on n'a pas de questions pour l'instant qui sont remontées. On va peut-être laisser 2-3 minutes si certains d'entre vous souhaitent interagir avec nous. Moi, j'en ai une forcément qui me vient à l'esprit puisque je suis l'interface aussi commerciale de l'agence et on me dit souvent c'est bien la VR, mais ça coûte combien? Parce que l'image qu'on en a, c'est que c'est cher. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Même si habituellement, c'est moi qui réponds à cette question. Mais... ça dépend. Ça dépend, Mathieu. Ça dépend si on fait la rédaction, pas la rédaction. Non, mais en pratique, on va dire avec un budget au tournage. Ouais, si on fait le tournage, si on fait pas le tournage, quel type de caméra, pas le type de caméra, mais en pratique, on va dire une enveloppe aux alentours de 15 000 €, on a de quoi faire un truc déjà, quoi. Et après, derrière, ça peut monter beaucoup plus aussi. Il faut faire prendre des caméras beaucoup plus quali, faire la rédaction. Mais en gros, on va dire entre 15 aux alentours de 15 000 €, tout compris, on arrive à sortir des choses dans un contexte labo ou école, quoi. Ok, d'accord, ça marche. Et c'est des projets qui peuvent aller vite, nous en mode commando entre guillemets. C'est des projets de quelques semaines. Je sais que par exemple dans les universités qui parfois sont autonomes, ils arrivent à faire des petites expériences de VR en une semaine avec un développeur dessus. Donc nous, dans un contexte d'agence, ça va être plus, on va dire, aux alentours de 6-8 semaines, quoi. Okay.
globalement le double de temps en moins que ce qu'il nous faut pour conduire un projet traditionnel quand même. Ouais, parce que la capture 360, elle est, en fait, les logiciels, on importe les images et après on a juste à mettre les tags. Ça va assez vite. Alors après, s'il y a une validation comme d'habitude, s'il y a une validation réglementaire, s'il y a machin, blablabla, ça augmente. Ouais. Mais voilà, en pratique, nous on a un projet en cours là sur toujours avec Maxime et Delzar à Alfort et puis pour les 4 écoles sur la visite alors là, je fais d'unité de production d'aliments médicamenteux. Voilà, qui est en cours. Je sais que les écoles travaillent également sur les visites d'abattoirs, parce qu'il y a un appel d'offres qu'on a perdu au passage. Donc voilà, donc on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place là-dessus. Ok. Eh bien, ce webinaire touche à sa fin. Merci Grégory pour ton partage. Pas d'autres questions, je crois pas. Et on n'a pas encore effectivement de questions qui sont remontées, mais vous avez mes coordonnées qui sont à l'écran. Et si vous souhaitez qu'on réponde à des questions, qu'on réfléchisse et qu'on vous accompagne sur un projet, n'hésitez pas. On vous remercie donc d'avoir participé avec nous à cette petite heure de formation et d'information autour de la réalité virtuelle. Et on espère que ça vous aura inspiré pour proposer auprès de votre audience des formations innovantes, engageantes et pourquoi pas sur mesure.